Alors, je crois qu'il y a, oui, un dernier cas, au moins la parité sera respectée, hein, il y a 2 hommes, 2 femmes. Alors, une femme, 50 ans, méditerranéenne, je vous laisse le choix du côté, hein, de toute façon c'est pareil, d'un côté ou de l'autre, la problématique est la même. Dyspnéique, angor atypique, une fraction d'éjection VG à 35%, antécédent d'HTA, thalassémie. On veut lui faire un examen à la recherche d'une ischémie. Quel type d'exploration en premier lieu vous choisiriez? Pardon, j'ai entendu? Ah, le tableau, bien sûr, oui, on commence par ça. Oui, bien sûr, le tableau. Le tableau, voilà. Alors, tableau des l'ancienne méthode de Diamant et Forester. Encore une fois, une femme, 50 ans, angor atypique, bon, dyspnéique. Une femme, angor atypique, on est là. 50 ans, on est là. On va dire qu'on est à probabilité intermédiaire basse plutôt. Hein. On est d'accord? Probabilité intermédiaire basse. Si on prend le tableau actualisé maintenant, hein, on est, alors encore une fois, une femme, elle a quel âge? 50 ans, on est plutôt là. Elle est, bon, on est ici à 6%, hein, on est dans la case verte, donc une case où on peut faire appel à un examen d'imagerie à la recherche d'une ischémie après avoir pris en considération ses facteurs de risque, etc. etc. Voilà. Donc, le tableau, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait comme examen? Oh, on peut effectivement discuter. Hein. On peut discuter, hein. Mais effectivement, je suis d'accord. J'ai entendu. Alors, moi, je suis plutôt d'accord, effectivement. Hein. On pourrait faire une IRM sous stress, hein, stress pharmacologique, bien entendu. C'est une patiente à probabilité faible intermédiaire. Donc, elle est plutôt jeune, hein, 50 ans, c'est pas vieux. Hein. Donc, on évite une irradiation en faisant une IRM déjà. Et puis, effectivement, je pense que ça peut être l'examen approprié. Alors on peut. Et puis l'IRM, c'est quand même bon. Il faut pas le cacher. C'est quand même un examen performant. Hein, et puis ça permet de poser les diagnostics différentiels, notamment en cas de cardiomyopathie. Voilà. Sur ce cas-là, comme elle a un antécédent elle a une thalassémie, l'IRM permettra de savoir s'il y a du fer dans le myocarde. Voilà. Donc ça peut être un élément de la cartographie T2. Et on sait si effectivement ça raccourcit le temps de relaxation. Et on fait le diagnostic d'une infiltration en fer dans le myocarde. Ça peut être la cause de la cardiomyopathie. Donc chez elle, je disais. Chez elle, nous, on ferait une scintigraphie. On peut faire une scintigraphie à tous les patients. Mais on ferait quand même l'IRM, parce que dans les thalassémies, l'IRM permet de quantifier la quantité de fer dans le myocarde. Voilà. Le fer, c'est paramagnétique, donc c'est magnétique d'ailleurs, et ça bouge des paramètres qui s'appellent les temps de relaxation, et si on quantifie, c'est des séquences qui se font facilement, hein, c'est 10 secondes d'apnée, mais on sait en gros s'il y a une infiltration en fer dans le myocarde. Et ça peut orienter sur l'origine de la cardiomyopathie. C'est vraiment une bonne indication de l'IRM. Ah, peut-être, alors, ouais. Mais là, tu peux vraiment la quantifier, puis regarder sous traitement. Si sous des sphérales, sous traitement, ça diminue, ça augmente. C'est quand même une quantification assez précise, hein, avec ces temps de relaxation. Alors, vous l'avez compris, donc, toutes ces explorations, écho, IRM, Scinti, voire Coroscan, hein, ben, on peut y faire appel. En fait, le choix de la modalité hein, dans ces différentes situations, hein, vous l'avez bien vu, hein, donc ça dépend essentiellement hein, de l'accès à la technique, bien sûr, de la disponibilité, hein, de l'expérience, de l'habitude des opérateurs et des caractéristiques du patient. Alors pour conclure cette première étape sur la recherche d'ischémie, on va parler un tout petit peu de réserve coronaire. Aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut retenir, on a donc une bonne variété, hein, différentes techniques d'imagerie pour évaluer les coronaraux et l'ischémie, avec des efficacités diagnostiques, des valeurs pronostiques qui sont prouvées, quelles que soient les techniques d'ailleurs.
Donc le choix, on l'a dit, ça doit dépendre de la caractéristique du patient, disponibilité. Je pense également, puisqu'on est dans un atelier de cardiologie nucléaire, qu'il faut également, nous, se poser la question de savoir comment nous pouvons optimiser les performances de la scintigraphie, parce que on peut toujours les optimiser, hein, et les rendre plus performantes. Si j'ai bien compris, nos collègues cardiologues nous font parfois des reproches sur les performances de la scintigraphie. Hein. Et pour optimiser les performances, il faut connaître, comprendre le rôle de l'imagerie et ses différentes indications. Donc déjà, il faut se poser la question de l'indication et de la bonne indication. Optimiser les protocoles et sans doute peut-être les standardiser, on en parlera sans doute peut-être pas au courant de la table ronde qui va suivre. Alors connaître les avantages et l'inconvénient des traceurs que l'on utilise, il faut bien les connaître. S'intéresser, comme cela a été fait ce matin, à l'impact potentiel des développements récents, des nouvelles techniques, des caméras CZT. Hein. Mais on ne regrettera jamais d'avoir cherché à documenter une ischémie myocardique. Alors je vais revenir sur la nécessité d'optimiser les protocoles parce que je crois que c'est une question qui avait été posée l'an passé. Hein. Et puis c'est une question qui a été posée ce matin. Et puis c'est également une notion qui a été évoquée ce matin. La performance d'une scintigraphie myocardique, elle prévaut également ou elle dépend de la qualité du stress et la qualité de l'épreuve d'effort si on fait une épreuve d'effort. Alors j'ai envie de vous poser une question là. Je ne sais pas si il y a des services qui font que du stress pharmacologique, que du stress physique, les deux ou pas les deux, mais je vais la poser à tout le monde. Vous êtes devant une série d'images qui ressemble à peu près à celle-ci, mais vous les avez obtenues ces images après une épreuve d'effort sous-maximale négative. Alors, qu'est-ce que vous répondriez? Vous interprétez normalement ces images. Vous me dites, impossible, ça ne peut pas arriver chez moi, puisque moi je fais que du stress pharmacologique. Vous me dites, impossible, chez moi, comme c'est le cas sans doute à Nancy, je ne sais pas si... toutes les épreuves d'effort, il faut avoir de bons cardiologues, hein, sont maximales, ce qui serait bien. Vous demandez de l'aide. Vous me dites, t'inquiète, je gère. Alors lequel? T'en as beaucoup? Tu appelles un ami. Encore une fois, plusieurs réponses sont possibles. Je gère. C'est-à-dire, comment vous gérez? Comment? Avec l'atropine. Non, mais l'atropine, c'est intéressant pour la dobutamine, pour augmenter la fréquence. Mais bon, atropine, épreuve d'effort, c'est quand même pas... C'est pas très sympa. Puis en plus, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent pas conduire, ils ont les yeux comme ça. Comment? Alors c'est vrai qu'il faut vraiment se poser la question, hein, comment on fait. Alors moi je me souviens, alors encore une fois, je parle là sous le contrôle de mes anciens collègues, Dr Ziani et Dr Ménade. Moi je me souviens qu'à l'HCA, au départ, on faisait un compte-rendu où on expliquait qu'on avait fait une scintigraphie sous épreuve maximale négative et on interprétait les images en disant que l'examen n'a pas montré de déficit perfusionnel significatif, etc. etc. Comment? C'est ça, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on fait. Enfin, moi, je te dis, c'est ce qu'on faisait quand voilà, c'est ce qu'on faisait. Avec le temps, alors on vieillit mal parfois, hein, mais avec le temps, je ne sais pas, en faisant ça, si on rend service aux patients, si on rend service à la technique aussi, ce qu'on peut nous reprocher derrière, comme cela a été montré. Hein, dans une étude que je trouve intéressante et j'y fais assez souvent référence, alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais puis on le sait depuis une vingtaine d'années. Hein. Dans cette étude, on a comparé des résultats de la scintille hein, avec ce que l'on observait à la coronarographie hein, chez 3 groupes de patients. Hein, donc on a randomisé les patients, il y avait 230 patients, donc environ 91 patients qui avaient eu un effort physique adéquat, c'est-à-dire maximal. 68 un
un effort physique inadéquat, donc sous-maximal. Et dans le troisième groupe, c'est les patients. Alors c'est le groupe de patients qui a eu une épreuve mixte, c'est-à-dire un effort physique sous-maximal associé à un vasodilatateur. Alors attention, là, j'attire l'attention, hein, vraiment une précaution d'emploi lorsqu'on veut faire du stress mixte, c'est-à-dire associé à un effort physique et un vasodilatateur. Il faut que l'épreuve d'effort soit sous-maximale, mais il faut qu'elle soit négative, bien sûr. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de signes cliniques ou électrique d'ischémie, hein, sinon il ne faut pas faire de stress physique. Hein. C'est même dangereux. Et bien dans cette étude, comme on peut le voir ici, hein, alors vous avez en bleu les résultats de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives de la CENTI comparativement aux résultats de la Coronaro. En rouge, de la CENTI, alors en bleu, c'est la CENTI après un effort physique maximal, hein, un effort adéquat. En rouge, après un effort inadéquat, pardon. Et en vert, après une épreuve mixte. Ben, on peut voir hein, essentiellement en termes de sensibilité et aussi en termes de valeurs prédictives négatives, mais essentiellement en termes de sensibilité. Et la sensibilité est importante. Hein. Alors pour rappel, la définition de la sensibilité, c'est la capacité qu'a un examen à détecter correctement des malades, ici des coronariens. C'est ce que l'on recherche lorsqu'on veut détecter une ischémie hein, ou dépister une ischémie. Hein. Ben, on peut avoir, et dans cette étude, la différence a été significative. Autrement dit, on peut avoir des faux négatifs, on peut passer à côté de coronariens si on ne fait pas attention à la qualité de l'effort chez ces patients-là. Voilà, c'était un des seuls messages. Oui, je veux bien. Il faut quand même différencier des situations, c'est-à-dire que c'est sûr que si l'épreuve d'effort est sous-maximale, la sensibilité va être un petit peu diminuée, moins que pour l'épreuve d'effort ECG. Hein. Une épreuve d'effort ECG sous-maximale, alors là, effectivement, ça va être un peu diminué. Mais toutes les études pronostiques montrent que chez ces patients, même si l'épreuve d'effort est sous-maximale, quelquefois fait sous traitement bêta-bloquant, le pronostic est très bon. Donc ensuite, c'est qu'est-ce qu'une maladie, quoi ? Est-ce qu'une maladie, c'est vraiment une sténose à 50%, voilà, ou est-ce que c'est un pronostic spontané, correct ? Et ça, c'est voilà. C'est pour ça que moi, je serais plus... nous, nos cardiologues, on leur dit, ben voilà, c'est sous-maximal, mais c'est négatif. Alors, si c'est quelqu'un d'âgé, il n'y a pas de problème, ils font rien d'autre. C'est un petit peu plus embêtant si c'est quelqu'un de plus jeune, pour lequel, parce que si on dit qu'il n'y a rien, de toute façon, il n'y aura pas de revascularisation hein, quand une scintille est normale comme ça. Mais si c'est quelqu'un de jeune, on passe à côté, peut-être qu'il va passer lui aussi à côté du management médical qui lui serait utile. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il n'aura pas de statine, d'antiagrégants, etc. Voilà. Donc c'est un tout petit peu embêtant, plus embêtant chez des gens un peu plus jeunes. Voilà. Mais les cardiologues savent gérer ça. Alors, donc ensuite, s'ils veulent une année plus tard refaire une scintigraphie dans de meilleures conditions, bah, ils peuvent le faire. Alors, mais de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Oui, il n'y a pas d'urgence. Alors, une des attitudes, et je reviens sur ce cas effectivement, hein, mais tu l'as évoqué, Pierre-Yves, c'est de se dire effectivement, hein, ces patients-là, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude non plus à avoir, il n'y a pas d'urgence. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement le surveiller, lui demander de revenir 6 mois ou 1 an plus tard et lui refaire une scintille ? Et alors à ce moment-là, si tu lui fais une scintille, tu lui fais quoi ? Un stress pharmacologique en première intention et que du stress pharmacologique ou tu... S'il avait un bêta-bloquant, j'arrête le bêta-bloquant, voilà, par exemple, s'il a un traitement anti-angineux. Et généralement, ça suffit, quoi. S'il est jeune, ça vaut le coup. Si c'est quelqu'un de relativement âgé, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille à tout prix lui détecter une ischémie dont on ne saura pas quoi faire. Après, voilà. Mais si c'est quelqu'un de jeune, c'est vrai, c'est embêtant de dire qu'il est tout à fait normal alors qu'il a peut-être quelques lésions coronaires qui ne parlent pas maintenant. Mais si on ne traite pas, s'il n'est pas dans le bon circuit, dans le circuit coronarien pas sévère, il n'aura pas les statines, il n'aura pas les antiagrégants, il n'aura pas la prise en charge, on ne va pas lui demander de faire du sport, etc. Il y a toute une prise en charge dont il pourrait bénéficier, médicale, hein, qui n'est pas revascularisation. Mais... Donc c'est important quand même d'être sensible chez les patients qui sont jeunes. Quoi. Voilà. Très bien. Voilà. Alors je passe à la deuxième partie du topo qui sera un peu plus courte. On a fait, je pense, le tour de la question sur la recherche d'ischémie. Mais la notion de réserve coronnière, alors on en a
on l'a évoqué également ce matin dans les différents topos, et notamment celui du Dr Boralem. Pourquoi d'abord il faut se poser la question de savoir s'il faut quantifier ou pas la réserve coronaire, quand faut-il la quantifier, pour quel patient et comment la quantifier. Alors si je reprends les dernières guidelines, on voit bien en classe 2A, alors classe 2A devrait être considéré, c'est pas totalement recommandé, mais on doit considérer la possibilité chez les patients suspects de d'ischémie ou de coronaropathie, c'est écrit comme ça, la coro, avec la disponibilité d'une évaluation fonctionnelle, donc devrait être considérée pour confirmer le diagnostic d'une maladie coronarienne chez les patients qui n'ont pas bénéficié de tests non invasifs, ou alors pour lesquels les tests non invasifs n'ont pas été concluants. Alors la notion de réserve coronaire, alors d'abord quelques rappels, je vais passer vite, donc le flux au repos. On sait qu'il est modifié à partir, lorsque la sténose est très sévère, 90%, 85-90%. À l'effort, le flux coronaire peut être multiplié par un facteur 3, 4. Et le flux à l'effort peut être diminué à partir de 45 à 60% de sténose. Alors ce qu'on appelle la FFR, je vais passer de 30 secondes à la définir. La FFR, en anglais, Fractional Flow Reserve, en français, la fraction de flux de réserve coronaire. On va parler de réserve coronaire, ce sera plus simple. Bon, c'est un index qui peut potentiellement être utilisé et qui permet d'évaluer l'importance fonctionnelle ou les conséquences, le retentissement fonctionnel d'une sténose. Bon, il est basé sur le concept de réserve coronaire. Alors, quand on dit réserve coronaire à la place de FFR, c'est peut-être un peu une estimation. En tout cas, c'est pas tout à fait correct. Mais en fait, la FFR, c'est un rapport entre les flux dans une artère coronaire qui est sténosée, donc on ne fera une évaluation de la FFR que lorsqu'il y a une artère sténosée, en aval et en amont de la sténose. Alors, après injection de vasodilatateurs, c'est ce qu'on considère toujours aujourd'hui comme le gold standard. Enfin, on verra qu'il y a des méthodes qui se développent et qui ne font pas appel à des vasodilatateurs pour l'évaluation de la FFR. Alors, et ce concept de FFR en coronaro, je parlerai également très rapidement de réserve de flux myocardique en scintille, pourrait permettre d'apprécier l'adéquation perfusion myocardique, besoin en oxygène. Alors là, je m'adresse, s'il y a des cardiologues dans la salle, essentiellement. La précédente question était destinée aux médecins nucléaires, celle-ci était destinée aux cardiologues, éventuellement aux cardiologues interventionnels. Concernant l'évaluation de la FFR, est-ce que vous diriez, bon, c'est bien dommage, c'est pas disponible, je ne peux pas le faire chez moi? Je m'en fous. D'abord, je ne crois pas, je n'ai pas confiance. Je ne connais pas assez. Ça prend trop de temps. Il y a plus de risques à évaluer une FFR que de bénéfices à apporter pour le patient. C'est trop cher. Alors, il peut y avoir plusieurs réponses. 1, donc c'est pas disponible, c'est bien dommage. Et 5, c'est trop cher, pas assez remboursé. C'est disponible. Alors c'est quoi la réponse? C'est 5. C'est disponible et vous le faites pour quel type de patient? Systématiquement? Voilà. Pour quel type de patient? Là, on n'arrive pas à déterminer nos intermédiaires. Anatomique. Donc si je comprends bien, je ne sais pas si tout le monde a entendu, lorsque sur l'analyse visuelle, vous n'arrivez pas à déterminer le retentissement fonctionnel, mais vous faites un examen d'ischémie auparavant ou pas? Oui. C'est là donc destiné sur les patients qui n'ont pas d'examen d'ischémie auparavant. D'accord, donc vous faites une évaluation de la FFR. Vous ne faites pas, d'accord. Très bien. Dans l'évaluation de la Haute Autorité de Santé en France, effectivement, donc la FFR a été remboursée. Elle a été remboursée, alors pour la petite histoire, je vais 2 minutes, sur demande de la Société française de cardiologie, qui a estimé que dans, de mémoire, 3 situations, l'évaluation de la FFR pourrait être intéressante. La Haute Autorité de Santé a retenu qu'une seule situation parmi les 3. La situation pour laquelle on pense que la FFR peut être utile aux patients, c'est dans les situations chez des patients qui sont soit pluritronculaires, soit monotronculaires, lorsque la sténose est modérée et lorsque les tests fonctionnels à la recherche d'ischémie n'ont pas été faits, c'est le cas, ou n'ont pas été concluants. Alors, pourquoi faire une FFR?
Enfin, ça a été dit ce matin, je crois, mais en tout cas, c'est vrai que la signification fonctionnelle d'une atteinte coronarienne est la conséquence de nombreux facteurs. En fait, c'est pas si facile que ça. Hein. On ne va pas se contenter d'évaluer avec une seule évaluation anatomique ou une seule évaluation fonctionnelle. Je pense que, encore une fois, l'anatomie et la fonction sont deux faces différentes, mais d'une même pathologie. Hein. La signification, en tout cas l'impact fonctionnel d'une atteinte coronarienne va être la conséquence de nombreux facteurs. Bien sûr, il y a les facteurs qui influent le flux, mais il y a aussi des facteurs qui sont liés à la lésion. Hein. Il faut évaluer la sévérité de la lésion, mais on sait effectivement que la signification fonctionnelle ou les conséquences d'une sténose coronarienne, ça va dépendre également de nombreux facteurs, des facteurs que ce soit la longueur, la morphologie de la lésion, l'excentricité, la viscosité, la turbulence. Et la réserve de flux coronaire, il y a une étude intéressante qui est parue dans Circulation en 2015, a montré que cette réserve de flux coronaire est un facteur pronostic qui peut être indépendant de la sévérité anatomique des lésions. Autrement dit, l'anatomie seule ne suffit pas. Les tests d'ischémie peuvent être intéressants. La réserve coronaire, c'est un paramètre qui peut être intéressant. Alors, pour quel type de patient? Encore une fois, la question reste ouverte. Il n'y a pas encore vraiment de résultats dans la littérature pour définir une population cible pour lesquelles la réserve coronaire pourrait être intéressante, mais on peut se poser la question, en cas d'atteinte pluritronculaire, est-ce qu'il faut évaluer le flux? Alors, on ne parle pas d'atelier avec Mohamed Bourouba sans parler de bloc de branche gauche. Ça a été les patients obèses. Voilà, on peut se poser la question. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de réponse. Pour qui faut-il évaluer la réserve coronaire? Mais effectivement, en tout cas pour les patients qui ont une sténose modérée, pour lesquels l'analyse visuelle à la coronarographie n'est pas concluante, se céder d'un paramètre type FFR peut être concluant. Alors, comment on fait une analyse, comment on fait une l'évaluation de la FFR en pratique. Alors en pratique, ça a été noté ce matin également dans les recos, de l'Association européenne de cardiologie de 2018. On reconnaît 2 méthodes invasives qui sont aujourd'hui validées, recommandées. Elles font partie des recos classe 1. C'est la FFR ou l'IFR. Je dirais un mot sur d'autres méthodes invasives qui ne font pas appel à un guide de pression et qui font pas appel non plus à un agent de stress pharmacologique. Mais il faut savoir également qu'il y a des méthodes non invasives qui sont... alors ces méthodes non invasives, c'est plutôt... elles ne sont pas encore totalement validées, mais bon, il y a beaucoup de papiers qui sortent dessus. Alors, en 2 mots, la FFR, comment on l'a fait? C'est au cours d'une coronarographie, ça a été dit ce matin, on va mesurer. En fait, c'est un rapport de pression, une pression. On introduit pendant la coronarographie un guide de pression, on fait une mesure en situation d'hyperémie maximale, donc on injecte un agent pharmacologique et on va faire une différence de pression au sein de l'artère sténosée. On mesure la pression en amont, en aval, et on obtient un paramètre. Ce paramètre, on obtient un chiffre, et effectivement, ce chiffre, comme vous le voyez ici, il y a une FFR à 0,53, c'est synonyme d'un retentissement fonctionnel, d'une ischémie. Alors on voit que, alors on le voit peut-être pas, moi je le vois pas sur mon écran, mais je le vois pas non plus sur les écrans que vous voyez. En fait, on considère, lorsqu'on fait une évaluation de la FFR, que tout FFR qui est supérieur à 0,80, c'est la valeur seuil, ça a été dit, peut-être pas besoin de revasculariser. Une FFR inférieure à 0,80, comme c'est le cas ici, il faut revasculariser. Alors après, on peut toujours discuter la présence d'une zone grise entre 0,75 et 0,80. Que faire, on ne sait pas. Mais alors, ça a été dit ce matin, alors je vais passer vite, puisque ce matin, Kamel Bouralem a parlé des études de FAME. En fait, les 2 grosses études sur lesquelles se sont basées les autorités de santé pour rembourser l'acte de la mesure de FFR à partir d'essais cliniques, c'est les essais FAME. Alors il y en a eu 2, 1 et 2, et l'étude d'EFFER. Et en conclusion, c'est ce qu'il faut retenir, et l'étude d'EFFER a montré qu'on peut éviter des angioplasties inutiles sur la base de l'évaluation de la FFR. Tout FFR supérieur à 0,75, c'est peut-être pas utile.
de poser un stent. Et par contre, bon, on a montré que revasculariser les lésions pour lesquelles la FFR était inférieure à 0,80, eh ben, c'était utile. Alors, c'est vrai que à midi, on parlait à table du coût de la FFR. Donc, j'ai bien reconnu que c'était une des réponses que vous avez retenues, 1 et 5. Le coût de la FFR, il faut peut-être le mettre en exergue avec le coût d'une angioplastie inutile. Et donc faire appel à ces quantifications peut être utile chez certains patients. Alors en 2 mots, donc, la FFR en situation d'hyperémie, à l'aide d'un guide de pression, c'est une classe 1. Alors l'IFR, c'est toujours, IFR, ça a été dit ce matin, instantaneous wave free ratio, et non pas ration. C'est également une mesure de la réserve coronaire, mais là on ne fait pas appel, enfin on ne le fait pas en situation d'hyperémie, on fait toujours appel à un guide de pression, mais il n'y a pas de situation d'hyperémie. On identifie durant la période du cycle cardiaque, donc la période diastolique, et ensuite la mesure est la même, on fait un rapport de pression, et on peut guider l'acte de revascularisation, l'angioplastie, sur les bases des chiffres de la FFR obtenus à l'aide de cette technique. Alors, dans les recommandations qui ont été citées ce matin, on le voit ici, voilà, IFR ou FFR, c'est classe 1, donc c'est recommandé, mais encore une fois, c'est recommandé essentiellement pour évaluer les conséquences hémodynamiques d'une sténose, surtout modérée ou intermédiaire. En 2019, l'IFR et la FFR sont ici, donc se sont recommandés. Alors la petite différence entre IFR et FFR, c'est que dans les recos, les recos de 2018, on dit que l'IFR par rapport à la FFR en situation d'hyperémie, elle n'est pas largement validée pour les sténoses du tronc commun. Alors en 2 mots également, pour revenir sur la FFR, il y a un congrès, j'en discutais également ce matin, qui est très intéressant, qui a lieu chaque année à Marseille. Voilà, à Marseille, belle ville de Marseille, à l'LOM, ça c'est fait. Et pourtant, malgré le fait que la réserve coronaire est remboursée, en tout cas l'acte de mesure de la réserve coronaire, on s'aperçoit, alors j'aurais aimé que Kamel Bouralem je pense qu'il va revenir, on verra. Alors apparemment, ils font appel, ils ont recours à la FFR assez souvent, mais malgré la disponibilité de la FFR, on voit que le taux de pénétration, le recours à la FFR avant une angioplastie, c'est finalement pas vraiment, enfin c'est pas toujours, c'est pas systématiquement adopté. On voit que dans la plupart des pays européens, on ne fait pas de FFR assez systématiquement, on le fait dans certaines situations. Et en fait, il y a une disparité entre des pays d'Europe nordique, au Danemark, en Finlande, en Norvège, par rapport à des pays d'Europe du Sud. On voit en France que le taux de FFR est de l'ordre de 19%. Autrement dit, c'est pas largement adopté. Alors, pour terminer assez rapidement, il existe d'autres méthodes d'évaluation et de quantification de la réserve coronaire. Alors, elles sont pour la plupart en développement, elles ne sont pas franchement validées. On peut faire une évaluation de FFR sans guide de pression et sans recours à un agent de stress, un vasodilatateur. Il y a des techniques qui se développent, il y a l'angio-FFR qui, alors en 2 mots, on fait une coronaro classique, on transforme l'angiogramme à partir de la projection en 2 dimensions en 3D, et puis ensuite, après avoir opacifié bien entendu les coronaires, on fait une analyse de chaque branche, on fait une étude des flux, on peut évaluer la FFR. Et alors, il faut suivre ce développement, parce qu'apparemment, il semblerait, d'après les personnes qui développent ces techniques, que ça prend 4 minutes pour faire de la quantification de réserve coronaire en angio-FFR. Il existe aussi, il faut le savoir, c'est en développement, on peut faire de la FFR à partir d'un coroscan. Là aussi, c'est un peu des modélisations mathématiques, des méthodes basées sur la dynamique des fluides, mais il y a quelques études. Alors c'est en développement, c'est pas encore validé. Je ne sais pas si Nancy, Pierre-Yves, si tu as quelques... Voilà. Il y a un logiciel qui s'appelle Earthflow, qui vient apparemment d'avoir l'aval de la FDA pour évaluer la FFR sur un coroscan. Et puis bien entendu, et je vais terminer par
par les méthodes non invasives qui nous intéressent, on peut faire bien entendu la quantification de la réserve de flux myocardique en médecine nucléaire. On peut le faire. Alors, on peut le faire grâce aux caméras CZT, essentiellement, on l'a vu, qui ont relancé l'intérêt des acquisitions dynamiques pour évaluer des paramètres quantitatifs comme l'analyse de flux, la réserve de perfusion. Nos collègues... Ben Boileg, nos collègues de Montpellier, avaient publié il y a maintenant 3-4 ans un travail qui, alors même si on voit, alors encore une fois, j'aurais aimé que Kamel soit là puisque la question a été posée, mais on en discutera. Si la FFR évalue plutôt, ou en tout cas s'intéresse plutôt à une évaluation au niveau des artères épicardiques, les grosses artères, quand on fait de la réserve ou de la quantification de flux ou de la quantification de réserve de flux myocardique en médecine nucléaire, et donc on inclut non seulement les artères épicardiques, mais également la microcirculation. Alors c'est la principale différence entre la mesure de FFR en coronarographie et la réserve myocardique que l'on peut faire en médecine nucléaire. Mais dans ce travail de nos collègues de Montpellier, l'estimation de la FFR, donc elle a été comparée à la FFR. Alors l'estimation de la réserve de perfusion myocardique en scintille avec les caméras CDT a été comparée à la coronarographie et à la mesure de FFR en coronarographie. Et apparemment, les résultats semblent bien corrélés. On a évoqué ce matin également l'équipe de Caen, nos collègues Alain Manrique et puis Denis Agostini, qui ont publié, qui communiquent beaucoup sur leur étude Waterdale Study, qui, eux, ont également montré que l'estimation de la réserve de flux myocardique obtenue après une acquisition sur les caméras CDT était bien corrélée, et donc aux mesures de la TEP à l'eau marquée, c'est le gold standard, et était bien corrélée également aux mesures de la FFR en coronarographie. Enfin, pour ne pas rester que franco-français, il y a cette étude italienne qui également, dans le même sens, montre que l'estimation du flux de réserve myocardique en scintigraphie à l'aide de caméras CZT donc, est corrélée au résultat de la TEP, avec une petite précision, alors tu me diras également, Pierre-Yves, ce que tu en penses. Eux, ils recommandent, lorsqu'on fait cette quantification, de faire de l'atténuation, de la correction d'atténuation, lorsqu'on veut mesurer la réserve de flux, parce qu'il semblerait qu'il y ait une différence quand on veut faire de la quantification avec ou sans correction d'atténuation. En tout cas, c'était la conclusion. Alors, effectivement, je disais qu'il fallait bien connaître les traceurs. On peut se poser la question, y compris avec l'aide de caméras CZT, compte tenu des performances, des caractéristiques, et notamment des caractéristiques en termes de fraction d'extraction et des traceurs que l'on utilise dans la vie de tous les jours, MIBI, tétrophosmine, on voit que les performances ne sont pas optimales. Or, je disais ce matin que le rubidium, effectivement, a une fraction d'extraction meilleure, mais elle n'est pas optimale. Bien sûr, l'eau marquée, ici, c'est un traceur qu'on ne peut pas utiliser en pratique de tous les jours. Alors, TEP à l'ammoniac, ça peut effectivement permettre d'améliorer, en tout cas d'avoir des performances en matière de quantification de flux qui peuvent être plus intéressantes. Je pense qu'il faut s'y intéresser à la quantification du flux. Alors, en caméra CZT, sans doute, même si on peut se poser la question liée à la limite des caractéristiques des traceurs que l'on utilise, y compris avec les caméras CZT, puisque ça reste les mêmes traceurs, MIBI ou tétrophosmine, pour rester sur les traceurs technici. Par contre, en TEP, compte tenu de la performance des molécules qu'on utilise en TEP, le rubidium, l'ammonium, on peut effectivement, il faut s'y intéresser. Et dans cette belle étude qui date un peu, on a montré, enfin en tout cas, les auteurs ont montré que la réserve de flux myocardique pouvait être un facteur pronostic indépendant des résultats de la scintigraphie, quel que soit le niveau de fraction d'éjection du ventricule gauche, qu'elle soit basse, qu'elle soit conservée. On a, en fonction de l'évaluation du flux, un pronostic qui dépend du flux que l'on observe. Et c'est également, ça a été également montré, quelle que soit l'étendue ou la sévérité de l'ischémie en scintille. Donc il faut se poser effectivement la question de savoir s'il faut s'intéresser ou pas à la quantification du flux en scintille, oui, mais en TEP
aussi. Alors ça a été évoqué ce matin, le fluorpyridase, c'est un traceur fluoré qui est aujourd'hui en phase 3, a des caractéristiques physiques et surtout les caractéristiques en matière de fraction d'extraction qui sans doute est intéressante puisqu'elle est supérieure au traceur qu'on utilise en SPECT, mais elle est supérieure également au rubidium ou à l'ammonium, et on peut se poser la question de savoir si la quantification à l'aide de ces traceurs peut être un élément d'information intéressant pour une prise en charge plus appropriée des patients. Bon, après, il faut effectivement se poser la question de la viabilité. Alors, je ne parle pas de viabilité myocardique, mais de la viabilité économique d'un traceur comme le fluorpyridase, comme cela a été évoqué ce matin. Voilà. Alors, je ne sais pas si je respecte le temps, mais je vais conclure maintenant. Alors, en conclusion, je l'ai dit, ça effectivement tout à l'heure, on a une grande variété d'examens d'imagerie pour évaluer une ischémie myocardique. Je l'ai dit tout à l'heure également, on ne regrette jamais d'avoir cherché à documenter une ischémie avec l'examen le plus approprié possible, et ceci va dépendre de l'expertise, de la disponibilité, de la caractéristique des patients, à condition d'utiliser un protocole que l'on aura optimisé, et ça dépend que de nous. La FFR, c'est une technique relativement simple, elle permet d'évaluer le retentissement hémodynamique d'une sténose. Alors une stratégie thérapeutique basée sur la quantification de la mesure de la FFR, elle a été démontrée, et on a vu les grosses études de Feim et de Fer, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Kamel Bouralem l'a dit, effectivement, sur cette question de la mesure de la FFR, son intérêt a quand même été démontré. Alors FFR et mesure du flux myocardique, en Senti par exemple, sont des outils qui peuvent être complémentaires dans certaines situations, et notamment dans les situations où on peut avoir des limites. Mais quelle que soit la méthode de quantifier, que ce soit par le biais de la FFR ou par le biais de la réserve de flux avec les caméras CZT, ça ne remplace pas, en tout cas c'est mon avis, ça ne doit pas remplacer les examens non invasifs d'imagerie qui nous permettent de rechercher une ischémie. Et avant de conclure et de passer à la table ronde, qui pour moi est un point essentiel de cette journée, qui va conclure cette journée, j'allais dire qu'il faut, devant cette richesse des examens que l'on a à disposition, je pense qu'il faut travailler ensemble, il faut se parler, il faut échanger, c'était le but, et c'est le but de la table ronde, pour mieux comprendre les attentes de chacun. Il faut construire ensemble des méthodes ou des modes de fonctionnement. Il faut peut-être adopter ou se mettre d'accord sur un langage, un lexique commun, un guide de bonne conduite. Et j'espère en tout cas que la table ronde qui va suivre permettra un échange fructueux pour comprendre à la fois nos différences, on en a certainement, peut-être pour dissiper les incompréhensions qu'il peut y avoir entre les différentes disciplines, cardiologues et médecins nucléaires. Et puis pourquoi pas établir un guide de bonne pratique, on peut rêver, qui permette de prendre en charge de façon plus appropriée les patients. Bon, merci pour votre attention.